Il y a une odeur particulière dans une maison qu'on a habitée pendant plus de 40 ans. Ce n'est pas une odeur qu'on choisit, ce n'est pas un parfum qu'on vaporise le matin pour faire bonne impression. C'est quelque chose qui s'est installé lentement au fil des saisons, mélange de bois ciré, de laine chauffée par le soleil de l'après-midi, de café bu trop tôt et de tissu propre séchant près du radiateur. Ce matin-là, debout dans ma cuisine à 6 heures, les mains posées à plat sur la table en chêne que mon mari Bernard avait achetée à la foire de Hesdin 22 ans avant de mourir, je respirais cette odeur comme on respire avant de plonger. Dehors, le Pas-de-Calais était gris comme il sait l'être en novembre, ce gris particulier du Nord qui n'est pas triste mais patient, un gris qui attend quelque chose sans se presser. Les volets de la maison d'en face n'étaient pas encore ouverts. La rue Victor Hugo dormait encore, et moi, Germaine Aubert, 76 ans, j'étais debout depuis l'aube parce que je savais, avec cette certitude tranquille que donnent les années, que cette journée allait changer quelque chose de définitif. Je ne savais pas encore exactement comment, mais une couturière reconnaît toujours le moment où le tissu va se déchirer. Il y a une tension dans la trame, un frémissement imperceptible sous les doigts, et on sait. On pose les ciseaux, on attend, on regarde. J'avais préparé une tarte aux pommes. Pas parce que j'avais envie de faire une tarte aux pommes, mais parce que mes mains ont besoin d'être occupées quand ma tête travaille trop. C'est une habitude vieille de 50 ans. Quand Bernard était encore là et que quelque chose m'inquiétait, je cousais. Après sa mort, j'ai continué à coudre, mais j'ai aussi commencé à cuisiner, parce que les mains qui travaillent ne tremblent pas. Et moi, je n'ai jamais eu le droit de trembler, pas devant mes enfants, pas devant mes clientes, pas devant la banque quand j'ai demandé mon premier prêt pour agrandir l'atelier, en 1992, avec 2 enfants à charge et un carnet de commandes plein, mais un compte presque vide. On m'avait dit que je ne tiendrais pas, que c'était trop ambitieux pour une femme seule avec des gosses et une machine à coudre dans le salon. J'ai tenu 30 ans. J'ai formé 23 apprentis. J'ai habillé les mariés de 3 générations de familles esdinoises. Et ce matin-là, en étalant ma pâte sur le plan de travail fariné, je me disais que les gens qui avaient douté de moi en 1992 n'étaient pas si différents de certaines personnes qui allaient arriver chez moi à midi. Ils avaient tous fait la même erreur. Ils avaient regardé mes mains et vu une vieille femme. Ils n'avaient pas vu les fils que je tenais encore. Ils croient qu'une femme de 76 ans qui sent la lavande et qui parle doucement n'a plus rien à défendre. Ils ont oublié que c'est moi qui ai coupé chaque patron de cette maison, que c'est moi qui connais l'endroit exact où la couture cède, et que cette fois, ce ne serait pas moi qui tomberai en morceaux. Je m'appelle Germaine Aubert et je vais vous raconter comment ma belle-fille a cru pouvoir m'arracher de ma propre maison et comment ma petite fille de 17 ans, avec un téléphone dans la main et le doigt sur un bouton, a changé le cours de tout ce qui allait suivre. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce dimanche de novembre à Hesdin, il faut d'abord comprendre qui je suis. Pas la vieille dame qu'il voyait, la femme que j'ai toujours été. Bernard est mort en 2005, un mardi matin de février, d'une crise cardiaque foudroyante dans le jardin. Il rangeait les outils de l'hiver. Il avait 61 ans. Nous étions mariés depuis 34 ans. Je n'ai pas pris de congé. Je n'avais pas les moyens de prendre un congé. L'atelier fonctionnait, les commandes de printemps arrivaient déjà. Et j'avais 2 enfants qui regardaient là leur mère pour savoir si le monde allait continuer à tourner. Il a continué. Je l'ai fait tourner. Didier avait 23 ans, René avait 22 ans, et tous les 2 vivaient encore à la maison à ce moment-là. Je les ai regardés pleurer leur père et j'ai pensé, debout devant le cercueil de Bernard dans l'église Saint-Martin de Hesdin. Maintenant tu coudes seule, Germaine, sans patron, sans modèle, point par point. L'atelier était rue des Capucins, à 7 minutes à pied de la maison. 3 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble que je louais depuis 1986. Robe de mariée, retouches, costumes de théâtre pour les associations locales, uniformes scolaires ajustés, manteaux repris, pantalons raccourcis, rideaux refaits. Rien n'était trop petit,
Rien n'était trop compliqué. J'avais une réputation dans le Pas-de-Calais qu'on ne construit pas avec des publicités. On la construit avec des centaines de femmes qui ressortent de l'atelier en se regardant différemment dans le miroir. Ma mère m'avait appris ça. Une couturière ne vend pas du tissu. Elle vend la version d'elle-même que les femmes n'osaient pas espérer. J'ai appliqué cette leçon pendant 30 ans. Et quand j'ai vendu l'atelier en 2019, à 72 ans, parce que mes genoux ne supportaient plus les longues heures debout et que mes yeux réclamaient des lunettes de plus en plus fortes, j'ai vendu une affaire qui valait quelque chose. Pas une fortune, mais quelque chose de solide, comme un point bien noué qu'on ne défait pas d'un coup. Ce que Didier et Nadia ne savaient pas, ce que personne ne savait, à part Maître Fontenay, la directrice d'agence du Crédit Mutuel de Saint-Paul-sur-Ternoise, c'est que l'argent de la vente de l'atelier n'était pas là où ils croyaient qu'il était. Depuis 2015, j'avais ouvert un compte épargne dans cette agence de Saint-Paul, à 30 km de Hesdin, une ville où personne de ma famille ne mettait jamais les pieds. Chaque mois, depuis cette date, j'y virais une somme, pas grand-chose au début, puis un peu plus. Puis, après la vente de l'atelier, la quasi-totalité du produit de la cession. 80 000 € dormaient là, tranquillement, sous un nom que personne n'associerait jamais à une vieille dame de Hesdin qui sentait la lavande et qui faisait des tartes aux pommes. Et dans ma chambre, sous le plateau en velours rouge de ma vieille boîte à couture en bois de cerisier, celle que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage et qui avait traversé 50 ans de déménagement, de deuil et de recommencement. Il y avait un téléphone, un petit téléphone à touche, pas un de ces écrans compliqués. Je l'avais acheté moi-même en liquide, au marché de Béthune, 18 mois plus tôt. Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait son numéro, sauf Maître Fontenay, sauf Inès, et sauf une femme à qui j'avais confié des choses que je n'aurais jamais dites à voix haute dans cette maison. Maître Fontenay. Henri Fontenay. 64 ans, cabinet rue du Général de Gaulle à Arras. Il avait été l'avocat de Bernard pour la succession de son propre père, et il était resté le mien depuis lors. Un homme discret, méticuleux, avec des lunettes en demi-lune et une façon de parler qui donnait le sentiment que chaque mot avait été pesé avant d'être prononcé. Il ne m'appelait jamais Madame Aubert en réunion. Il disait « Germaine » avec le respect qu'on réserve aux gens qu'on a vu tenir debout dans des moments où d'autres se seraient écroulés. Depuis le mois de septembre, je l'avais appelé 3 fois depuis mon petit téléphone. 3 conversations longues, précises, où je lui avais expliqué ce que je pressentais. Il m'avait écouté sans m'interrompre. Puis il avait dit « Germaine, si ce que vous me décrivez se produit, soyez certaine que nous aurons tout ce qu'il faut. » Et il avait préparé. En silence, comme moi. Si vous écoutez mon histoire et que quelque chose dans ce que je vous dis résonne avec ce que vous avez vous-même vécu ou vu dans votre famille, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui vient est important. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Laissez votre like pour que d'autres personnes puissent entendre ce récit. Les histoires comme la mienne ont besoin d'être entendues, pas pour la vengeance, pour que les gens sachent que le silence d'une vieille femme n'est pas toujours de la résignation. Parfois, c'est juste une couturière qui attend le bon moment pour couper le fil. Maintenant, laissez-moi vous parler de Didier, mon fils aîné. 52 ans, grand, les cheveux poivre et sel, une façon de croiser les bras quand il parle, qui donne l'impression qu'il arbitre une réunion d'affaires, même quand il est dans une cuisine. Didier avait repris un poste de responsable commercial dans une entreprise de matériaux de construction à Lille, après des années de postes intermédiaires dans différentes boîtes de la région. Il gagnait bien sa vie. Pas très bien, mais bien. Le problème de Didier, c'est qu'il avait toujours vécu juste au-dessus de ses moyens. Une maison trop grande pour son salaire, une voiture louée qu'il changeait tous les 3 ans, des vacances en Espagne dont il revenait avec des photos pour les réseaux sociaux et un découvert pour la banque. Quand Bernard était mort, Didier avait 23 ans et il avait regardé la succession de son père
comme on regarde un héritage qu'on a mérité par le simple fait d'exister. Il y avait eu peu à hériter à l'époque. Bernard n'avait pas grand-chose à son nom, et je crois que Didier n'avait jamais tout à fait digéré ça. Il avait attendu, comme on attend qu'une pièce de tissu finisse de se décolorer pour voir ce qu'il y a dessous. Sa phrase favorite, celle qu'il sortait chaque fois qu'une décision lui déplaisait: « Soyons pratiques, maman, les sentiments ne paient pas les factures. » Il la disait avec ce petit sourire de côté qui ressemblait à de la sagesse et qui n'était que du calcul. Et puis, il y avait Nadia, ma belle-fille, 48 ans, Nadia Marchand, devenue Nadia Aubert le jour de son mariage avec Didier en 2002, dans une cérémonie à laquelle j'avais cousu ma propre robe parce que personne ne m'avait demandé mon avis sur quoi que ce soit d'autre. Nadia était commerciale dans l'immobilier. Elle avait un sens aigu de la valeur des choses, pas des gens. Elle regardait ma maison comme un agent immobilier regarde un bien à estimer, en calculant les mètres carrés, l'exposition, la proximité des commodités, et en ignorant complètement les 40 années de vie qui avaient imprégné les murs. Elle avait une façon de rentrer dans ma cuisine sans frapper, de toucher mes affaires sans demander, de parler de la maison comme si le mot « ta » avant n'existait pas. Sa phrase signature, celle qu'elle répétait depuis des années sous des formes légèrement différentes, mais avec le même fond de mépris. Cette maison mérite mieux que l'odeur de vieux tissus et de fils poussiéreux. Elle la disait en faisant semblant de plaisanter. Je ne plaisantais jamais en répondant. Je souriais et je cousais. Renée, ma fille cadette, était différente. Pas meilleure, mais différente. 49 ans, assistante administrative dans un collège d'Arras, divorcée depuis 7 ans d'un homme dont je ne dirais rien, sinon qu'il méritait mieux que ce qu'il avait reçu et qu'il avait mieux que ce qu'il méritait maintenant. Renée n'était pas cruelle par nature, elle était faible, ce qui, dans certaines situations, revient au même. Elle avait cette façon particulière de pencher la tête sur le côté quand elle annonçait quelque chose de difficile, comme si l'inclinaison de son cou pouvait amortir le coup. « Je suis désolée, maman, mais tu comprends bien que c'est compliqué pour tout le monde. » Elle disait ça pour tout. Pour les Noëls ratés, pour les anniversaires oubliés, pour les fois où elle avait promis de venir m'aider et n'était pas venue. Elle disait « c'est compliqué », comme d'autres disent « je n'ai pas le choix », ce qui est toujours un mensonge, car on a toujours le choix. C'est juste que certains choix coûtent quelque chose et que Renée n'aimait pas payer le prix de ses propres décisions. Sa fille, en revanche. Sa fille était autre chose entièrement. Inès avait 17 ans. Elle était en première au lycée Vauban d'Arras, vivait avec sa mère la semaine et venait chez moi presque chaque week-end depuis qu'elle avait 12 ans. Pas parce qu'on le lui demandait, parce qu'elle voulait. Inès avait mes yeux, disaient les gens. Moi, je croyais qu'elle avait surtout mes mains. Des mains qui avaient besoin de faire quelque chose tout le temps, des mains qui pensaient en faisant. Elle avait appris à coudre avec moi à l'âge de 9 ans. À 14 ans, elle avait retouché sa propre robe de bal de fin d'année sans mon aide, juste en regardant mes gestes pendant 5 ans. Et depuis 2 ans, elle documentait sa vie sur les réseaux sociaux. Pas des dents stupides, pas des lèvres gonflées devant un miroir, mais des courts-métrages de 5 minutes sur les vieilles maisons du Pas-de-Calais, sur les métiers manuels qui disparaissent, sur les gens qui avaient une histoire à raconter. Elle avait déjà plusieurs milliers d'abonnés. Je n'y connaissais rien, mais je savais que quand Inès appuyait sur un bouton, des gens regardaient, des milliers de gens, quelque part dans le monde, regardaient. C'est Inès qui m'avait dit, 3 semaines avant ce dimanche de novembre, en buvant son chocolat chaud à ma table de cuisine, avec cette façon directe qu'elle avait de parler qui ne ressemblait ni à Renée ni à Didier, mais un peu à moi. « Mamie, je crois qu'il se passe quelque chose. J'ai entendu maman au téléphone. Elle parlait avec Didier. Il disait des choses sur la maison, sur toi. » Je l'avais regardée. J'avais posé ma tasse. « Tu as bien entendu ?» Elle avait hoché la tête. Il parlait d'un notaire
d'une procuration, d'une résidence à Boulogne. Boulogne, 200 kilomètres. J'avais senti, sous mes doigts posés sur la table, cette tension dans la trame dont je vous parlais. Ce frémissement. Le tissu allait se déchirer. Mais cette fois, j'avais mes ciseaux à portée de main. Ce dimanche-là, ils avaient tous prévu d'arriver à midi. Didier et Nadia de Lille, René d'Arras avec Inès. Le prétexte était mon anniversaire, qui était bien réel. J'avais eu 76 ans le jeudi précédent, mais la façon dont Nadia avait insisté au téléphone pour que toute la famille soit là, avec cette voix légèrement trop chaleureuse, trop organisée, m'avait mis la puce à l'oreille depuis des semaines. J'avais préparé la maison normalement. La nappe blanche sur la grande table, la tarte aux pommes, le café, les petits gâteaux secs que j'achetais à la boulangerie Lefebvre depuis 20 ans. Et dans ma boîte à couture, sous le plateau en velours rouge, le petit téléphone à touche, chargé, silencieux, prêt. Inès était arrivée la première, avec René. Elle m'avait embrassée dans l'entrée, avait posé son manteau sur le porte-manteau et m'avait regardé avec ses grands yeux calmes. Je lui avais fait un signe de tête presque imperceptible. Elle avait compris. Elle était montée dans sa chambre, la chambre d'amis qu'elle appelait « ma chambre » depuis des années, avec son téléphone. René était entré dans la cuisine en disant « Oh, tu as fait une tarte, maman, c'est gentil !» avec cette voix légèrement coupable des gens qui savent qu'ils font quelque chose de mal et qui essaient de compenser avec de la gentillesse de surface. Je lui avais servi un café sans rien dire d'important. On avait parlé de la pluie, du lycée d'Inès, d'une voisine qui avait vendu sa maison. Des mots pour remplir le temps. Elle ne me regardait pas dans les yeux longtemps. Elle regardait ses mains qui savaient. Didier et Nadia étaient arrivés à midi et quart. Didier portait une bouteille de champagne et Nadia portait un petit bouquet de fleurs que j'avais immédiatement reconnu comme provenant de la station-service de la Nationale. Ces tulipes en plastique dans du papier de soie, avec un élastique, pas parce que je suis snob, mais parce que je reconnais quand quelqu'un fait semblant de soigner un geste. Nadia m'avait embrassé les 2 joues avec cette précision chirurgicale. Juste les joues, pas une once de chaleur supplémentaire, et avait dit en regardant autour d'elle dans l'entrée « La maison est bien entretenue, c'est bien. » Pas « Bonjour, maman, bon anniversaire. » La maison est bien entretenue. Comme un propriétaire qui inspecte un bien avant une transaction. J'avais souri. J'avais dit « Entrez donc, le café est chaud » et j'étais rentré dans ma cuisine. Le déjeuner s'était passé dans une atmosphère étrange, suspendue, comme ces ciels de novembre qui menacent depuis le matin sans que la pluie tombe vraiment. On avait parlé, mangé. Didier avait débouché le champagne. Nadia avait fait des commentaires sur les rideaux du salon. « Ils sont un peu anciens, non, ces rideaux? Tu devrais les changer, maman. » Et j'avais répondu que ces rideaux avaient été cousus de mes mains en 1996 et qu'ils avaient encore de belles années devant eux. Elle avait souri. J'avais souri. On avait tous les 2 compris que ce n'était pas une conversation sur des rideaux. Inès était restée à table, à manger tranquillement, à parler peu, à observer beaucoup. Elle avait ce talent, ma petite fille, de passer inaperçue dans une pièce, tout en ne ratant rien de ce qui s'y passait. Un don de couturière, savoir regarder sans qu'on vous voie regarder. C'est après le dessert que ça avait commencé vraiment. J'avais servi la tarte. Chacun en avait pris une part. Et puis Didier avait posé sa fourchette et avait toussé. Cette petite toux préliminaire des gens qui s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils ont répété. Et il avait dit « Maman, il faut qu'on parle de choses importantes, de ton avenir. » Le mot « avenir » dans la bouche de Didier, ce jour-là, avait le même son que le mot « passé ». Je m'étais redressée légèrement sur ma chaise. « Je vous écoute », j'avais dit, et Nadia avait pris le relais, parce que c'était elle le meneur, ça l'avait toujours été. « Germaine », elle m'appelait Germaine depuis le début, jamais maman. Nous avons beaucoup réfléchi, tous les 3. Elle avait jeté un regard à René qui avait baissé les yeux vers son assiette. « Tu n'es plus toute jeune. Cette maison est grande pour une personne seule. Les hivers dans le Pas-de-Calais sont durs.
Tu as des problèmes de genoux, tu nous l'as dit toi-même. » Je n'ai jamais dit ça. Elle avait continué sans s'arrêter. Il existe des établissements excellents, confortables, des professionnels de santé sur place, des activités, des gens de ton âge, des gens de mon âge, j'avais répété doucement. Oui, des gens qui peuvent comprendre ce que tu vis, les besoins d'une personne comme moi. D'une personne de ton âge, Germaine, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Et là, Didier avait sorti une enveloppe Kraft de la poche intérieure de sa veste. Il l'avait posée sur la table, à côté de ce qui restait de ma tarte aux pommes. Nous avons fait faire les papiers. Il s'agit d'une procuration générale. Ça nous permet de gérer tes affaires, la maison, les comptes, pendant que tu t'installes à Boulogne. La résidence s'appelle Les Embruns. C'est très bien. Ils ont une salle de sport, une bibliothèque. Une bibliothèque, j'avais dit. Je regardais l'enveloppe. Signée par un notaire. Maître Delsart, à Arras, nous avons rendez-vous mardi. J'avais regardé René. René regardait la nappe. René. Elle avait levé les yeux une fraction de seconde. Je suis désolée, maman, mais tu comprends bien que c'est compliqué pour tout le monde. La tête penchée, le regard fuyant. J'avais hoché la tête très lentement. Je vois, et j'avais reposé ma fourchette. Et j'avais dit, calmement, avec la voix que j'utilisais autrefois avec les clientes qui voulaient modifier une commande à la dernière minute, je ne signerai pas. C'est à ce moment qu'Inès s'était levée de table en disant qu'elle allait aux toilettes. Personne ne lui avait prêté attention. Elle avait 16, 17 ans, une gamine, un bruit de fond. Elle était sortie du salon et avait monté les escaliers. Et là-haut, dans le couloir qui donnait sur la balustrade du premier étage, d'où on voyait exactement la table du salon en contrebas. Elle avait ouvert son téléphone. Elle avait appuyé sur « Leave ». Elle avait posé l'appareil contre les barreaux de la balustrade, objectif vers le bas, cadrant parfaitement la table, les visages, les mains, l'enveloppe Kraft posée sur la nappe blanche à côté de la tarte. Et elle était restée là, accroupie dans le couloir sombre, silencieuse comme une ombre, à regarder. En bas, ça s'était durci très vite. Nadia n'aimait pas le mot « non ». Elle n'avait jamais aimé. « Germaine, nous ne vous demandons pas votre avis. Nous vous informons de ce qui a été décidé. » Le passage du « te » au « vous », cette distance soudaine, cette formalité agressive, m'avait frappé comme une porte qu'on claque. « Décidé par qui ?» j'avais demandé. « Par la famille, par les personnes qui ont votre bien-être à cœur. » Mon bien-être. Je regardais ses mains sur la table. Des mains manucurées, du vernis bordeaux, des bagues que je ne connaissais pas. « Vous n'avez rien à faire ici, dans cette maison, à notre époque, » avait dit Nadia, et sa voix avait monté d'un cran. « Vous prenez de la place, vous coûtez. Cette maison vaut quelque chose, elle vaut beaucoup, et vous la laissez vieillir avec vous, alors qu'elle pourrait… Elle pourrait quoi? Elle pourrait être utile, fructifier. Au lieu de servir de musée à une vieille femme seule avec ses fils et ses rideaux de 1996, Didier avait posé la main sur le bras de Nadia, pas pour l'arrêter, pour lui signifier de ralentir, de contrôler le rythme. Il avait dit, avec son ton de réunion d'affaires, « Maman, soyons pratiques, les sentiments ne paient pas les factures, la maison sera mieux gérée si elle n'est plus à moi. » Il n'avait pas répondu, ce qui était une réponse. J'avais regardé Renée une dernière fois. Elle fixait ses mains croisées sur la table, comme si elle priait un Dieu auquel elle ne croyait plus. « Et toi, Renée ?» Elle avait soulevé les épaules. « Je suis désolée, maman, mais tu comprends bien que c'est compliqué pour tout le monde. » Je m'étais levée. Je m'étais levée lentement, comme quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il sait exactement où il va. J'avais poussé ma chaise. J'avais dit « Je vais réfléchir ». Et je m'étais dirigée vers l'escalier. C'est là que Nadia avait dit « Et ces mots, je les entends encore. Je les entendrai jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'ils sont entrés dans mes oreilles comme une aiguille dans un tissu épais. Vous me dégoûtez,
Vraiment. Toute cette comédie, tous ces airs, comme si vous comptiez encore pour quelque chose. Vieille femme. Je m'étais arrêtée. J'avais fait demi-tour. Je l'avais regardée, et elle avait craché. Pas figurativement, pas métaphoriquement. Elle avait craché en direction de mon visage. Ça m'avait atteint sur la joue gauche. Une petite chose chaude et humiliante. Dans ma propre maison, devant ma propre table, devant ma tarte aux pommes et mes rideaux de 1996. Didier n'avait pas bougé. René avait porté sa main à sa bouche. Le silence qui avait suivi était tellement dense qu'on aurait pu le couper avec des ciseaux de couturière. Et là-haut, dans le couloir, accroupie derrière les barreaux de la balustrade, Inès avait tout filmé, en direct, depuis 4 minutes et 30 secondes. Il y avait déjà 240 personnes qui regardaient en temps réel. Je voudrais faire une pause ici, juste un instant. Pas parce que j'ai besoin de reprendre mon souffle, même si oui, même aujourd'hui, quand je repense à cette seconde où quelque chose de chaud m'a touché la joue dans ma propre maison, quelque chose se resserre dans ma poitrine. Je voudrais vous demander, à vous qui êtes là depuis votre canapé, votre chambre, votre cuisine, peu importe où vous êtes en ce moment, d'où est-ce que vous m'écoutez? Écrivez-le dans les commentaires. Dites-moi le nom de votre ville, de votre pays. J'ai envie de savoir qui est avec moi en ce moment, parce que raconter cette histoire dans le vide, ça ne m'intéresse pas. C'est la présence des gens qui donne du sens aux mots. Dites-moi où vous êtes et dites-moi ce que vous pensez de Nadia. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est la partie où les fils se retendent. Je m'étais essuyé la joue avec le coin de mon tablier. Je n'avais rien dit. J'étais montée dans ma chambre. J'avais fermé la porte. Et dans le silence de ma chambre qui sentait la lavande et le bois ciré, j'avais ouvert ma vieille boîte à couture en cerisier, j'avais soulevé le plateau en velours rouge et j'avais pris le petit téléphone à touche dans ma main. Il était froid, léger, insignifiant en apparence. Mais il avait le numéro de Maître Fontenay en mémoire sous la touche étoile, parce que c'est comme ça qu'on programme les numéros importants sur les vieux téléphones. Et c'est Inès qui me l'avait montré. J'avais appuyé sur étoile. J'avais attendu 2 sonneries. Germaine. Sa voix posée, immédiate, comme s'il attendait mon appel. Ça s'est passé, Henri. Un silence très court. Tout et plus encore. Encore un silence. Bien, je mets le plan en œuvre dès ce soir. Vous avez les documents dont je vous ai parlé. Dans la boîte, sous le velours. Parfait, ne signez rien. Ne bougez pas de la maison ce soir. Laissez-les croire que vous réfléchissez. Je sais faire ça. Je sais que vous savez faire ça, Germaine. Il avait raccroché. En bas, j'entendais des voix. Nadia qui parlait à voix basse, rapide. Didier qui répondait avec des monosyllabes. René qui ne disait rien. Son silence avait une texture particulière, celui d'une personne qui attend que l'orage passe sans comprendre qu'elle est dans l'œil du cyclone. J'avais ouvert la porte de ma chambre. J'avais traversé le couloir. Et c'est là qu'Inès m'avait attendue, assise par terre contre le mur, son téléphone retourné sur ses genoux, les yeux grands. « Mamie !» Elle avait chuchoté. « J'ai tout filmé. » Je m'étais baissée avec difficulté. Mes genoux, oui, mes genoux existent bel et bien. Et je l'avais regardée dans les yeux. Je sais, ma puce. Il y avait presque 500 personnes qui regardaient en direct à la fin. 500 personnes. 500 témoins dans un couloir numérique que Nadia n'avait pas vu. « Tu as bien fait », j'avais dit. Et j'avais ajouté, parce que c'était vrai et qu'on ne dit pas assez ce qui est vrai aux gens qu'on aime. Ton grand-père aurait été fier de toi. Elle m'avait serré la main très fort. 17 ans, des ongles sans vernis, une force dans les doigts que j'avais reconnue comme la mienne quand j'avais son âge. Puis elle avait dit, en regardant son écran, « Mamie, c'est déjà partagé, partout. Les gens sont en colère. » Je n'avais pas eu besoin de regarder l'écran. Je savais que la trame avait cédé et que maintenant, c'était moi qui tenais les ciseaux. J'étais redescendue dans le salon.
Ils étaient encore là tous les trois, autour de la table qu'ils n'avaient pas débarrassée. Nadia regardait son propre téléphone avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Quelque chose entre l'incompréhension et la panique naissante. Elle avait commencé à recevoir des notifications, des messages de gens qu'elle ne connaissait pas, des alertes. Elle avait levé les yeux vers moi et j'avais lu dans son regard le moment exact où elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Je m'étais assise à ma place, j'avais versé une tasse de café froid et j'avais dit avec la voix la plus ordinaire du monde « Vous pouvez partir maintenant. Nous réglerons les détails avec mon avocat. » « Ton avocat ?» Didier avait plissé les yeux. « Tu n'as pas d'avocat. » Je l'avais regardé sans sourire, sans colère, avec juste ce calme particulier des gens qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout sécurisé. « J'ai Maître Fontenay depuis 22 ans. Tu ne te souviens pas de lui? Tu avais 30 ans à la mort de ton père. Il portait des lunettes en 2001. Il t'avait expliqué la succession. » Didier était devenu légèrement blanc. Pas beaucoup, juste assez pour que je le remarque. « Bonsoir à tous », j'avais dit, et j'étais retournée dans ma cuisine. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi avant 2 heures du matin. Pas d'angoisse, de la concentration. J'étais assise à ma table de cuisine avec ma boîte à couture ouverte devant moi et je vérifiais les documents que j'y gardais depuis 2 ans. Les 3 actes de propriété, la maison de Hesdin, un appartement à Béthune que j'avais hérité de ma propre mère et dont personne ne connaissait l'existence, et un terrain à Fruges que j'avais acheté en 1989 et jamais mentionné à quiconque. Tout était à mon nom, uniquement à mon nom. Aucune procuration existante qui m'aurait lié. Les papiers que Didier avait posés sur la table n'étaient pas encore signés par moi. Ils ne valaient rien tant que ma signature n'y figurait pas, et ma signature n'y figurerait jamais. Maître Fontenay avait été très clair là-dessus. Une procuration non signée par le mandant n'a aucune valeur légale, quels que soient les autres signataires. L'enveloppe Kraft était toujours sur la table du salon, là où Didier l'avait laissée. Je ne l'avais pas touchée. Elle pouvait y rester jusqu'à la Saint-Glinglin. Le lendemain matin, à 8h30, Maître Fontenay était en route depuis Arras. Il arriverait à Hesdin à 9h15 avec 2 documents, une révocation formelle de toute procuration passée ou future me concernant, déposée en urgence la veille au soir, par voie électronique auprès des services notariaux compétents, et une lettre de mise en demeure adressée à Didier, Nadia et René Aubert, les informant qu'une plainte pour tentative d'escroquerie par abus de faiblesse, article 339 du Code pénal, était en cours d'instruction. Il m'avait appelé à 7h du matin depuis mon petit téléphone. « Germaine, j'ai aussi contacté l'agence bancaire de Saint-Paul. Ils ont bloqué tout accès à votre compte principal à l'Île-de-France, celui que vos enfants connaissent, en attendant votre instruction. Les 80 000 de Saint-Paul sont intacts et invisibles. La carte commune que Didier utilisait pour les courses de la maison depuis 6 mois est désactivée depuis minuit. Depuis minuit. J'avais souri dans le noir de ma cuisine. Oui. Il a essayé de l'utiliser hier soir à 23h40 à la station Total de la Nationale. Refusé. J'imaginais Didier devant la pompe à essence, dans le froid de novembre, à regarder son terminal avec l'expression de quelqu'un qui ne comprend pas encore ce qui est en train de lui arriver. « Et la carte de Nadia, celle que vous avez déposée sur leur compte en garantie pour l'appartement de Lille que vous co-signez, retirée également. » « Bien. » Germaine. Henri. « Vous êtes prête? Je suis couturière depuis 50 ans. J'ai toujours mes ciseaux. » Maître Fontenay était arrivé à 9h10. Derrière lui, dans une deuxième voiture, 2 huissiers de justice, Maître Lefebvre et Maître Bouchard, 2 hommes de 40 ans en manteau sombre avec des mallettes et des expressions qui n'invitaient pas à la plaisanterie. Inès m'avait appelé à 8h pour me dire que la vidéo du live avait été vue 42 000 fois dans la nuit. 42 000, un chiffre qui ne voulait rien dire pour moi en termes concrets, mais dont je sentais le poids comme on sent le poids d'un tissu avant de le mesurer.
beaucoup plus que ce qu'on croyait. Des journalistes locaux avaient contacté le compte d'Inès. Un correspondant de La Voix du Nord avait envoyé un message. Les choses s'étaient mises en mouvement à une vitesse que Nadia, dans toute sa maîtrise de l'immobilier et de la communication de façade, n'avait pas pu anticiper. Parce que Nadia n'avait jamais compris une chose simple. Quand on humilie une vieille dame dans une maison où une adolescente a le doigt sur un bouton, on n'humilie pas juste la vieille dame, on s'humilie devant le monde entier. J'avais appelé Didier à 9 heures. Il avait décroché à la 3e sonnerie avec une voix légèrement enrouée. Il avait mal dormi peut-être, ou peut-être que l'histoire de la carte refusée à la station Total l'avait préoccupé plus qu'il ne voulait l'admettre. « Maman, Didier, je voudrais que vous soyez tous les 3 à la maison à 11 heures. Toi, Nadia et René. » Pourquoi? Parce que Maître Fontenay a des choses à vous dire, et parce que c'est ma maison, et que quand je convoque quelqu'un chez moi, cette personne vient. Un silence. « Maman, il ne faut pas que tu... À 11 heures, Didier. » J'avais raccroché. Ils étaient arrivés à 11h05. Didier et Nadia ensemble. Nadia avec le teint légèrement moins assuré que la veille. Elle avait dû regarder les commentaires sur la vidéo, dû lire les noms qu'on lui donnait, les mots qu'on utilisait pour décrire ce qu'elle avait fait. Il y a une chose que l'Internet fait très bien. Il garde la mémoire des gestes laids. René était arrivé 2 minutes après, seul, sans Inès. Parce qu'Inès était déjà chez moi depuis 8 heures du matin, assise dans ma cuisine, à boire son chocolat chaud, comme tous les week-ends. Sauf que ce matin-là, elle avait son téléphone posé à plat sur la table et ses yeux avaient ce calme particulier des gens qui savent qu'ils ont fait la bonne chose. Le salon. Maître Fontenay était assis dans le fauteuil de Bernard. Pas par hasard, je l'y avais installé moi-même. Les 2 huissiers se tenaient debout, l'un près de la porte, l'autre près de la fenêtre. Inès était assise sur le petit banc près de la cheminée, les mains croisées, silencieuse. Moi, j'étais debout au centre de la pièce. Pas assise, debout. Il y a des moments où on ne s'assied pas, des moments où la posture dit quelque chose que les mots ne peuvent pas dire seuls. Didier et Nadia sont entrés les premiers. Nadia a regardé les 2 huissiers, puis Maître Fontenay, puis moi. Et j'ai vu, pour la première fois depuis que je la connaissais, quelque chose qui ressemblait à de la peur traverser son visage. René est entré derrière eux, a vu la scène et s'est arrêté sur le seuil du salon comme une personne qui n'est pas sûre de vouloir franchir la porte. « Asseyez-vous » j'avais dit. Ils se sont assis, tous les 3, sur le canapé que j'avais recouvert moi-même d'un tissu anthracite en 2016 parce que l'ancien était usé. Ils étaient assis sur ce tissu que mes mains avaient tendu et cloué, dans cette maison que mes mains avaient entretenue, dans cette vie que mes mains avaient construite, et pour la première fois en très longtemps, ils avaient l'air petits. Maître Fontenay avait ouvert sa mallette. Il avait posé 2 dossiers sur la table basse. Il avait ajusté ses lunettes en demi-lune, et il avait dit, avec cette voix mesurée qui ne montait jamais d'un ton, mais qui emplissait toujours l'espace parfaitement, « Bonjour, je suis maître Henri Fontenay, avocat au barreau d'Arras, mandataire de Madame Germaine Aubert depuis l'année 2003. Je vais vous expliquer la situation juridique dans laquelle vous vous trouvez ce matin, et je vous conseille d'écouter attentivement car certaines des décisions que vous prendrez dans les prochaines minutes auront des conséquences significatives sur votre avenir. » Nadia avait ouvert la bouche. Il l'avait regardée. Elle l'avait refermée. C'est le regard des hommes qui ont passé 20 ans à tenir des audiences. Pas menaçant, pas agressif, juste absolument certain de sa propre autorité. La procuration générale que vous avez présentée hier à Madame Aubert n'a pas été signée par elle. Elle est donc sans valeur légale. Point numéro 1. Il avait ouvert le premier dossier. La tentative d'obtenir cette signature par voie de pression, d'intimidation et d'actes caractérisés, dont un acte de violence physique documenté sur vidéo avec horodatage, visionné à ce jour par plus de 50 000 personnes, et dont une copie a été transmise hier soir au commissariat de Hesdin, constitue un début de qualification pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, article 339 du Code pénal.
peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Il avait marqué une pause. Didier avait la mâchoire légèrement contractée. Point numéro 2. Les 3 biens immobiliers appartenant à Madame Aubert, la maison de Hesdin, l'appartement de la rue Émile Zola à Béthune et le terrain cadastré section B, numéro 217 à Fruges, sont enregistrés exclusivement à son nom dans les registres du service de publicité foncière du Pas-de-Calais. Aucune cession, aucune hypothèque, aucun transfert n'a jamais été effectué. Ces biens lui appartiennent entièrement et ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction sans sa signature et sa volonté expresse. Nadia avait tourné la tête vers Didier, un appartement à Béthune, un terrain à Fruges. Je les avais regardés découvrir ce qu'ils ne savaient pas, et j'avais pensé à tous ces points invisibles qu'on coude dans la doublure d'un vêtement, ces points que personne ne voit jamais, mais qui font que le vêtement tient sa forme, même quand tout le reste s'use. Pointe numéro 3. Le compte bancaire principal de Madame Aubert auprès de la Société Générale de Hesdin a été gelé à sa demande depuis hier à 23 heures. Les cartes associées à ce compte, y compris celles dont vous bénéficiez, Monsieur Aubert, pour les dépenses courantes de la maison, sont désactivées avec effet immédiat. Didier avait dit quelque chose de bas, une sorte de « c'est absurde » ou de « vous n'avez pas le droit ». Je n'ai pas bien entendu parce que ma tête était très calme à ce moment et que les voix autour semblaient venir de loin. Maître Fontenay a tout à fait le droit, j'avais dit simplement. Et Maître Fontenay avait continué comme si personne n'avait parlé. Les 2 huissiers présents ici ce matin, Maître Lefebvre et Maître Bouchard, ont pour mission de procéder à l'inventaire notarial du contenu de cette maison. Cet inventaire servira de base à toute réclamation éventuelle relative à des biens mobiliers. Il durera environ 3 heures. Pendant ce temps, je vous demande de remettre à Madame Aubert les clés de la maison que vous détenez. Nadia s'était levée d'un coup. C'est une plaisanterie? Sa voix avait monté. Vous croyez qu'on va se laisser faire par une vieille? Elle s'était arrêtée. Elle avait regardé Inès. Inès avait levé son téléphone. Pas filmé, juste levé, posé dans sa main, comme un rappel. Nadia était restée debout 2 secondes, puis elle s'était rassise. Didier avait essayé la voie du raisonnement. Il avait dit avec son ton de réunion de crise. « Maman, écoute, hier les choses se sont mal passées. Nadia a eu un geste regrettable, on peut en discuter, mais... » Un geste regrettable. J'avais répété ces mots très doucement. « Didier, ta femme m'a craché au visage dans ma propre maison devant tes neveux et ta nièce. Le mot « regrettable » est un tissu trop léger pour couvrir ça. » Il n'avait plus rien dit. René pleurait. Des vraies larmes, cette fois. Pas les larmes performatives du « c'est compliqué pour tout le monde », mais des larmes d'une femme qui comprend trop tard l'étendue de ce qu'elle a laissé faire. Je l'avais regardée. René. Elle avait levé les yeux. La clé. Elle avait pris dans son sac la clé de la maison, une vieille clé en laiton que j'avais fait faire en 2008 quand j'avais changé la serrure après un cambriolage dans la rue. Et elle me l'avait tendue avec une main qui tremblait légèrement. Je l'avais prise. Je l'avais posée dans ma poche de tablier. Didier avait sorti la sienne sans un mot et l'avait posée sur la table. Maître Lefebvre l'avait ramassée et l'avait notée sur son registre. Nadia avait attendu une longue minute avant de chercher dans son sac avec des gestes saccadés et de la déposer à côté de la corbeille de fruits, comme si elle voulait me signifier quelque chose par le placement. Je n'avais pas réagi. Le placement des clés ne changeait rien à leur absence dans sa poche. « Il y a autre chose », avait dit Maître Fontenay. Il avait ouvert le 2e dossier. « Madame Aubert m'a chargé de vous notifier qu'elle a pris connaissance depuis plusieurs semaines des virements effectués depuis son compte courant vers votre compte joint à Lille, Monsieur et Madame Aubert. Ces virements, présentés à chaque fois comme des avances sur frais familiaux,
représente au total, sur les 18 derniers mois, la somme de 16 200 €. Didier était devenu blanc. Vraiment blanc cette fois, pas légèrement. Ces sommes seront remboursées. Un échéancier raisonnable vous sera proposé. Si vous refusez l'échéancier, une procédure de recouvrement sera engagée. Nadia avait dit quelque chose en regardant Didier, quelque chose que je n'ai pas entendu parce qu'elle n'articulait plus vraiment, ses mots se décomposaient avant d'arriver. Didier avait les coudes sur les genoux et le visage dans les mains. Ce n'était plus un responsable commercial avec une voiture de location et des vacances en Espagne. C'était un homme de 52 ans, assis sur un canapé recouvert d'un tissu anthracite cousu par sa mère et qui réalisait qu'il avait sous-estimé sa mère depuis 52 ans. J'avais fait un pas en avant, un seul. Et j'avais dit, avec la voix que j'aurais eue pour annoncer une mauvaise coupe à une cliente qui avait demandé l'impossible, « On ne coupe pas le fil d'une couturière sans savoir combien elle en a gardé en réserve. J'en avais, j'en ai toujours. » C'était ma phrase, courte, sèche, avec la métaphore de mon métier et l'écho de tout ce que la thumbnail avait promis depuis le début. Nadia avait regardé ailleurs. Didier avait fermé les yeux. René pleurait doucement, les mains jointes, la tête baissée, comme en prière dans une église froide. Les huissiers ont travaillé jusqu'à 14h30. Maître Fontenay est parti à midi avec ses dossiers et une liste d'instructions supplémentaires que je gardais pour la semaine suivante. Inès est restée avec moi. Elle avait commandé des sandwichs à la boulangerie Lefebvre, jambon beurre, parce que c'est ce qu'on mange à Esdin quand on a traversé une matinée difficile. Et on avait mangé ensemble à la table de cuisine en silence pendant un long moment, ce silence confortable qui n'a pas besoin d'être rempli. Dehors, le ciel du Pas-de-Calais était toujours gris, mais ce gris-là n'était plus le même gris qu'au matin. Il avait l'air de quelqu'un qui a dit ce qu'il avait à dire et qui peut maintenant souffler. Dans les semaines qui avaient suivi, les choses s'étaient organisées avec cette lenteur méthodique que j'avais appris à aimer dans les longues réparations, une à une, les mailles, un par un, les points défaits et refaits correctement. La plainte avait été déposée. Le procureur de la République d'Arras avait ouvert une enquête préliminaire pour abus de faiblesse et tentative de détournement de patrimoine. Nadia avait été convoquée pour un premier entretien avec les forces de l'ordre à la mi-novembre. Je ne saurai jamais exactement ce qui s'y est dit, mais je sais que sa directrice d'agence immobilière avait été informée de la situation et que Nadia avait pris 2 semaines de congé maladie juste après. Didier avait signé l'échéancier de remboursement des 16 200 €. Il avait 3 ans pour rembourser. Le premier versement de 450 € était arrivé par virement le 20 du mois suivant, avec un libellé sobre, remboursement accord Fontenay. Pas de message, pas d'appel. 450 € et un libellé sobre. René avait appelé 3 fois en novembre. Je n'avais décroché qu'à la 3e. Elle avait pleuré. Elle avait dit des choses importantes et des choses inutiles, comme on fait toujours quand on essaie de réparer quelque chose de grand avec des mots ordinaires. J'avais écouté. Je n'avais pas dit que c'était pardonné, parce que ce n'était pas vrai. J'avais dit que j'entendais ce qu'elle disait. C'est différent. Une couturière sait que certaines déchirures ne se recoussent pas, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. On peut les réparer, oui, mais la couture reste visible. Et c'est bien qu'elle reste visible, parce que c'est la trace du travail qui a été fait pour tenir quand même. La vidéo d'Inès avait continué à circuler pendant des semaines. 120 000 vues en 10 jours, 260 000 en un mois. Des gens écrivaient depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis le Canada, depuis des pays dont je n'aurais jamais imaginé que des gens y écoutaient des histoires de vieilles couturières du Pas-de-Calais. Inès avait répondu aux journalistes de La Voix du Nord. Un article avait été publié, sobre, factuel, sans nommer personne en dehors de moi, puisque j'avais accepté d'être nommé, sous le titre « À Esdin, une grand-mère tient tête ». Je l'avais découpé et gardé dans ma boîte à couture, pas sous le velours rouge, par-dessus.
là où on met les choses qu'on veut pouvoir retrouver facilement. 6 mois plus tard, nous étions en mai, le Pas-de-Calais avait retrouvé ses couleurs, les haies étaient des vertes, les champs sentaient à mettre la terre mouillée et le colza. Les choses avaient la texture du travail accompli. Pas de la victoire triomphante, pas de la vengeance spectaculaire, du travail, du résultat, de la vie qui continuait, mais autrement. Didier payait son échéancier tous les 20 du mois. On ne se parlait pas encore vraiment, on se parlait fonctionnellement. Un message pour Noël, un message pour Pâques, des formules courtes qui laissèrent de l'espace sans prétendre que l'espace était rempli. Nadia ne m'avait pas rappelé. Je ne lui en voulais pas de ne pas rappeler. Je lui en aurais voulu d'appeler trop vite, comme si un coup de téléphone pouvait effacer un crachat sur la joue d'une vieille femme dans sa propre maison. Il y a des gestes qui demandent du temps avant qu'on puisse décider si on veut même commencer à les regarder autrement. Renée venait le dimanche. Elle ne m'apportait plus de fleurs de station-service. Ça, c'était Nadia. Renée apportait du pain de chez Lefebvre et elle s'asseyait à ma table et elle me posait des questions sur ma semaine, des vraies questions auxquelles elle écoutait les vraies réponses. Elle avait commencé à payer elle-même son abonnement téléphonique, ses assurances, ses petits extras. Des choses que je finançais en partie depuis des années sans que personne me le demande et sans que personne me remercie. Elle le faisait maintenant d'elle-même, silencieusement, comme une personne qui comprend enfin que les choses ont un prix et que ce prix n'est pas toujours de l'argent. Ses mains avaient changé. Elle avait les ongles moins soignés qu'avant. Elle avait repris des gardes administratives supplémentaires au collège pour augmenter ses revenus. Mais elle avait dans le regard quelque chose qu'elle n'avait pas avant, quelque chose de moins mou, quelque chose qui ressemblait à une colonne vertébrale. Inès avait 17 ans et quelques mois, et elle avait ouvert un compte sur les réseaux sociaux dédiés à Les métiers qui tiennent, une série de portraits de femmes et d'hommes qui exerçaient des métiers manuels traditionnels dans la région. Elle m'avait filmé, bien sûr. 83 minutes de moi dans l'atelier de mon ancienne apprentie Martine, rue du Collège, à lui montrer comment coudre un point invisible sur de la soie. Ce film avait eu plus de vues que la vidéo du dimanche de novembre. Les gens regardaient mes mains, mes vieilles mains de 76 ans qui savaient encore exactement ce qu'elles faisaient. C'est ça qui me plaisait. Pas la célébrité, pas les commentaires, que mes mains soient vues pour ce qu'elles avaient toujours été. En juin, avec Maître Fontenay, j'avais formalisé 2 choses. La première, la création d'une association baptisée Le Fil qui tient, dont l'objet social était d'accompagner les personnes âgées du Pas-de-Calais, victimes d'isolement ou de maltraitance familiale. Aide juridique, soutien psychologique, réseau de bénévoles, locaux à Esdin dans un immeuble que je possédais, rue des Capucins, et qui était vacant depuis la vente de l'atelier. Le nom de la rue était le même. C'est Inès qui avait proposé le nom de l'association. Je n'aurais pas trouvé mieux. La deuxième chose, un acte de donation partielle, authentifié, par lequel je transmettais à Inès, de son vivant, en avancement d'Ouari, l'appartement de Béthune. Pas la maison, pas encore. Mais l'appartement de Béthune, avec l'idée qu'elle pourrait y ouvrir un atelier un jour, si elle le voulait. Elle avait pleuré quand Maître Fontenay le lui avait annoncé. Pas de grosses larmes, de petites larmes précises, comme une fille qui sait exactement pourquoi elle pleure et ne s'en veut pas pour ça. Ce dimanche de mai, ils étaient tous réunis chez moi. Renée et Inès, Didier seul, sans Nadia, qui n'avait pas été invitée et qui de toute façon n'aurait pas accepté d'invitation de ma part, et c'était très bien comme ça. Un voisin, Michel, 68 ans, qui m'aidait avec le jardin depuis l'hiver. Martine, mon ancienne apprentie, et 2 femmes de l'association, Huguette et Francine, qui étaient venues parce qu'on avait un dossier à discuter en fin d'après-midi et qu'il y avait aussi une tarte. Il y a toujours une tarte chez moi. Je ne sais pas faire autrement. J'avais cuisiné depuis le matin et ma cuisine sentait le beurre chaud et la cannelle et le café. Et c'était l'odeur normale d'un dimanche normal chez une femme qui a 76 ans et qui n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit à ses habitudes pour faire plaisir à quiconque. Didier,
avait aidé Michel à rentrer les chaises de jardin après le déjeuner parce qu'il commençait à faire frais. Il l'avait fait sans qu'on lui demande et sans qu'il attende un commentaire. Je l'avais regardé par la fenêtre de la cuisine, debout avec une chaise sous chaque bras, parler à Michel de quelque chose que je n'entendais pas. Et j'avais vu dans sa posture quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, quelque chose de moins gonflé, quelque chose qui ressemblait à un homme qui sait enfin qu'il a des torts et qui ne sait pas encore quoi en faire, mais qui commence à chercher. C'était peu, mais c'était réel. Et moi qui ai passé 50 ans à travailler des matières résistantes, je sais que le réel vaut toujours mieux que le joli. En fin d'après-midi, j'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre qui donne sur la rue Victor Hugo. Le soleil de mai touchait les façades d'en face, ce jaune doux qui n'existe qu'à cette heure-là dans le nord de la France, quand la journée n'en finit pas de se coucher. Inès était assise sur le petit banc à côté de moi avec son carnet de croquis. Elle avait commencé à dessiner des patrons de vêtements depuis quelques semaines, pas pour en faire commerce, juste pour voir, juste pour savoir si cette fibre-là était aussi dans ses mains. Je regardais ses mains qui dessinaient, et je pensais à ma mère qui m'avait regardé coudre pour la première fois, à la façon dont elle avait dit « tu as le geste », et je me demandais si elle avait su, ce jour-là, tout ce que ce geste allait traverser, toutes les saisons, tous les deuils, toutes les commandes, et toutes les nuits debout, et tous les mois difficiles, et les apprentis et les clientes, et les matins de novembre, debout dans la cuisine, avec les mains à plat sur la table en chêne, et le cœur qui sait quelque chose sans encore le formuler. Les fils ne se coupent pas parce qu'on tire dessus brutalement. Ils se coupent avec des ciseaux précis, au bon endroit, quand on a décidé que c'est là que la pièce se termine. Et les bons fils, ceux qu'on a gardés en réserve, ceux que personne ne voyait dans la doublure, eux, ils servent à recommencer, à coudre autre chose, quelque chose de plus solide, de plus beau, quelque chose qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il est bien construit depuis le début. J'avais gardé le silence pendant des années pour protéger ma famille, des années à coudre mes mots dans la doublure, à garder mes forces pour le moment où elles seraient vraiment nécessaires. Et le moment était venu et mes forces étaient là, et ma petite fille avait appuyé sur un bouton bien avant que Nadia franchisse la porte, et le monde entier avait vu ce que j'avais toujours su, qu'on n'arrache pas une couturière de ses racines, on peut tirer sur le tissu, mais les points tiennent, ils tiennent toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, jusqu'à ce dimanche de mai, jusqu'à cette lumière jaune sur les façades de Hesdin, jusqu'à Inès et ses croquis, et ma tarte, et mes vieilles mains qui n'ont pas oublié comment tenir une aiguille, alors je te remercie de tout cœur, vraiment. Il faut du temps et de la patience pour écouter l'histoire d'une vieille femme du nord de la France, et tu y es resté jusqu'au bout, et ça compte. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, pour qu'on se retrouve. Il y a d'autres histoires comme la mienne, des histoires de femmes qui ont tenu, qui tiennent encore, et qui méritent d'être entendues. La lumière avait continué à glisser sur les façades. Inès dessinait. Et moi, Germaine Aubert, 76 ans, couturière de toute ma vie, j'avais pris une aiguille dans ma boîte à couture et j'avais commencé à réparer une vieille taie d'oreiller qui attendait depuis octobre, point par point, tranquillement, comme quelqu'un qui a tout son temps et qui sait exactement comment finir ce qu'elle a commencé.